Julie Gacon. Beyrouth, le 30 juillet 2024. Chers lecteurs, la nuit était courte, l'étau se resserre, le scénario que l'on redoutait depuis des mois devient réalité. Nous, Libanais, allons encore une fois jouer avec la guerre, comme d'autres jouent avec le feu. Notre sort à nous dépend des calculs stratégiques du Hezbollah, de l'Iran et d'Israël. Beyrouth sera-t-elle visée et l'aéroport? Combien de vies seront fauchées au passage? Nous sommes coincés entre le marteau israélien et l'enclume du Hezbollah. Anthony Samrani, rédacteur en chef du journal L'Orient le Jour. Bonjour Anthony Samrani. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Beyrouth pour évoquer l'escalade, l'engrenage, ces mots que vous êtes fatigués d'écrire tous les jours dans vos colonnes et de nouveau depuis la frappe israélienne de mardi dernier dans la banlieue sud de Beyrouth. Nous sommes ici en studio avec Sophia Amara. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes grand reporter et réalisatrice. Votre documentaire le plus récent était sur le Hamas, la fabrique du monstre, diffusé cette année sur Arte. Mais vous aviez aussi signé l'année dernière Hezbollah, l'enquête interdite pour France 5. D'abord, Anthony Samrani, vous qui êtes à Beyrouth, des fenêtres de votre journal ou de chez vous, est-ce que la frappe israélienne qui a tué mardi le chef du Hezbollah, Fouad Shokor, et fait des victimes collatérales, 5 civils, est-ce que vous l'avez vu, entendu, pour mesurer le bruit que fait la guerre à Beyrouth pour l'instant? Le journal n'est pas très loin de la banlieue sud. Donc oui, on a entendu la frappe. Il y a eu quelques moments d'hésitation. On s'est demandé, est-ce que c'est le mur du son? Parce qu'on l'entend très souvent aussi, le mur du son que traversent les avions israéliens. Et on a vite compris que non, c'était différent cette fois-ci, que c'était une frappe et que c'était la fameuse riposte que promettaient les Israéliens depuis l'attaque contre Majd el-Shams, une ville druze dans le Golan occupé. Dont on parlait la semaine dernière avec Ziad Majed. Cette riposte a donc tué Fouad Shokor, responsable du Hezbollah. Est-ce qu'il vivait là, Sophia Amara, de façon permanente dans cette maison, dans cet immeuble qui a été bombardé, ou est-ce qu'il avait plusieurs résidences pour être le moins repérable possible par l'armée israélienne? Fouad Shokor est un des fondateurs du Hezbollah et il vit caché depuis 4 décennies. C'est justement cela qui a mis très en colère le Hezbollah et au sein même du parti, on s'interroge s'il y a eu des fuites, une taupe, parce qu'il ne portait pas de téléphone. Très peu de gens le connaissaient, et tout comme Imad Mognier, qui était le plus haut responsable militaire du Hezbollah, avant d'être liquidé par le Mossad et peut-être même la CIA à Damas. En 2008. En 2008, personne ne le connaissait. En tout cas, le grand public ignorait tout de ce personnage. Donc non, personne ne savait où il vivait, et il y a un cercle très restreint de responsables de la sécurité des hauts personnages du Hezbollah seulement savait où il se trouvait, d'où les questions que se pose aujourd'hui le Parti de Dieu. Donc un homme très peu connu du grand public, disait Sophia Amara. Anthony Samrani, qu'est-ce qu'on sait de lui aujourd'hui? Qu'est-ce qui permet à l'armée israélienne d'affirmer qu'il était devenu le plus haut commandant militaire du Hezbollah? On sait qu'il a participé à l'attentat contre les Marines en 1983. Les Américains. On sait qu'il a eu un rôle majeur dans le développement des missiles de précision du Hezbollah, des missiles de précision qui aujourd'hui inquiètent particulièrement Israël. Il en possède quelques centaines qui pourraient faire de gros dégâts. On sait qu'il a aussi eu un rôle en Syrie lors de l'intervention du Hezbollah dans ce conflit. Il est décrit par les Israéliens comme le bras droit de Hassan Nasrallah. Ça, je ne sais pas à quel point c'est correct, mais très clairement, il fait partie des membres fondateurs. Il fait partie... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le message, c'est on peut vous toucher partout où vous êtes. Et les membres du Hezbollah l'ont pris comme un message adressé directement à Hassan Nasrallah. Si on peut tuer Fouad Shokor, on peut t'avoir toi aussi. C'est ce qui inquiète particulièrement le parti. C'est vrai que Hassan Nasrallah ne craint jamais pour l'instant un assassinat plus ou moins ciblé. Sophia Amara, en tout cas, comment se fait-il qu'au sein du Hezbollah, les autres passent et lui demeure? Parce qu'il est particulièrement protégé. Mais effectivement, le Hezbollah a considéré que c'était un message direct adressé au secrétaire général, l'inamovible secrétaire général, qui d'ailleurs a succédé à un autre secrétaire général assassiné par Israël. Et ce qui inquiète aussi le Parti de Dieu, c'est que quelques minutes avant ou après la frappe, eh bien, Fouad Shokr avait rendez-vous avec Hassan Nasrallah.
Donc c'est tout de même pas dans le même lieu, mais en tout cas, il était dans un sas, il attendait le feu vert pour se réunir avec le secrétaire général dont Israël dit qu'il est le bras droit. Ça reste à vérifier. Mais pourquoi Hassan Nasrallah n'est pas visé? Pourquoi il n'a pas été liquidé par Israël? Bien, sûrement parce qu'ils n'ont pas réussi à l'atteindre ou à définir le lieu de sa présence, ou simplement peut-être parce que c'est un adversaire utile. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas aujourd'hui à confirmer qu'il était Fouad Chokor, le numéro 2 du Hezbollah, lui qui avait pris la place, d'abord, vous en parliez tout à l'heure, d'Iman Mounier, tué en 2008 dans un attentat à Damas, puis, selon le New York Times, de Mustapha Badreddine, donc chef militaire du Hezbollah, tué en Syrie en 2016. Mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui qui ait pris cette place-là, en fait. C'est ça, on n'est pas sûr de la place qu'il occupait réellement dans l'organigramme. Effectivement. Depuis la mort d'Imad Mournier, il a été ensuite remplacé par Mustapha Badreddine, qui, je vous le rappelle, était accusé d'implication dans l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Oui. Mais il est mort, en tout cas c'est ce qu'on pense, en Syrie, où il se trouvait lors d'une frappe qui a été attribuée à Israël. Depuis, il n'y a pas eu de nomination claire. Et d'ailleurs, souvent, on découvre la présence ou l'existence de personnages après leur assassinat ou leur disparition. Est-ce que cette disparition est de nature à fragiliser, à déstabiliser le mouvement islamiste chiite Anthony Samrani, ou est-ce que le Hezbollah est comme l'hydre de Lerne, une tête coupée, une autre qui repousse aussitôt? Un peu les deux. Bien sûr que ça le déstabilise dans le sens où... déjà, comme Sophia le disait, il y a le risque qu'il y ait des espions partout, comment les Israéliens ont eu cette information, donc il y a une forme de panique. Il y a une connaissance aussi du terrain et des techniques du Hezbollah qui est à un haut niveau, avec une expérience qui est difficilement remplaçable. Après, on l'a vu, et c'est vrai pour tout l'axe de la résistance, on pensait que l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani allait faire reculer ou en tout cas affaiblir l'Iran dans la région, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est des gens qui sont à la fois difficiles à remplacer et en même temps leur remplacement est anticipé des années à l'avance parce qu'ils ont tous une cible dans le dos. C'est un peu ça la différence, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure avec Hassan Nasrallah, c'est que Israël vise quand même depuis des années des hauts commandants militaires du Hezbollah. Tuer un responsable politique et encore plus qui a un caractère religieux, c'est tout de même différent. Alors, qui pour lui succéder à Fouad Chokor? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, Sophia Amara, que le numéro 2 du Hezbollah, celui qu'on considère comme tel, Naïm Kassem, que vous avez réussi d'ailleurs à rencontrer, vous, à interviewer pour votre documentaire sur le Hezbollah, est-ce qu'on peut imaginer que lui prenne cette place-là, ou ce sont des branches très distinctes au sein du mouvement? Non, je ne pense pas du tout. Naïm Kassem est un politique et non pas un militaire. D'ailleurs, dans le cadre de ce documentaire, j'avais retrouvé des archives de lui, une des rares photos qui existait de lui en treillis. Mais c'était plutôt de la figuration que de la réelle ou un réel entraînement militaire. Non, je ne pense pas. Celui qui devrait peut-être être le remplaçant de Hassan Nasrallah est un de ses proches qui lui ressemble d'ailleurs très étrangement. Par contre, pour celui qui remplacera le responsable assassiné dans la banlieue sud de Beyrouth, je pense qu'on ne peut pas le dire parce que on découvrira peut-être son existence après sa mort. Mais le Hezbollah est de plus en plus discret. D'ailleurs, il y aurait, selon des informations venues de Beyrouth, mais qui restent à vérifier, une série d'arrestations dans les rangs même du Parti de Dieu depuis 2 jours pour vérifier si des membres du Hezbollah eux-mêmes se sont pas rendus coupables d'intelligence avec le Mossad pour permettre cette frappe qui a été une frappe très dure pour le parti. Puisque vous avez l'un et l'autre des informations directement à la source au Liban, je me permets de vous poser cette question, Sophia Amara, sur le missile qui a tué 12 adolescents mardi soir dans une localité druze du Golan syrien annexée par Israël, Majd el-Shams. On en parlait donc la semaine dernière, et le Hezbollah dément être à l'origine de ce missile. Quelles sont aujourd'hui, alors que le Liban demande une enquête indépendante, quelles sont les hypothèses qui circulent, que ce soit au sein du Hezbollah ou ailleurs, sur ce missile de type Falak qui s'est écrasé sur le Golan? Eh bien,
il semblerait que ce missile ait frappé par erreur ce terrain de foot qui a conduit à la mort de 12 jeunes. Ce serait peut-être effectivement un missile du Hezbollah, mais dont la trajectoire aurait été déviée par le dispositif israélien, le dôme de fer, et donc ce missile aurait été dévié, évidemment sans volonté d'aucune des deux parties, et aurait atterri sur ce terrain de foot, entraînant la mort de ces 12 jeunes. C'est une théorie qui dit que donc le missile aurait raté sa vraie cible, une base militaire située 2 kilomètres au nord du village, et qu'en effet un missile intercepteur israélien aurait contré. Alors, aujourd'hui, Hassan Nasrallah, le chef de cette puissante formation libanaise, il a affirmé encore jeudi dernier dans un discours que l'État hébreu devait s'attendre à une riposte inéluctable. Israël ne sait pas quelle ligne rouge il a franchie, disait-il. Anthony Samrani, dans le journal de 7 heures, il était question tout à l'heure avec notre correspondant sur place, Arthur Saradin, des moyens d'une éventuelle riposte du Hezbollah avec des drones, des roquettes fabriquées aujourd'hui sur le territoire libanais et plus seulement livrées par l'Iran. L'armée libanaise, cette fois l'armée régulière, comment suivrait-elle, jusqu'où suivrait-elle ou pas le Hezbollah dans une riposte ? Vous voulez dire si elle serait amenée à y participer ? Oui. Parce que si je vous pose cette question, c'est parce que dans la revue Marianne, ici en France, Hicham Jaber, un général, dit qu'évidemment, il aimerait que nous, soldats libanais, soyons les premiers défenseurs de notre pays et que le Hezbollah ne soit qu'un appui au cas où, mais France et États-Unis ont refusé de vendre à l'armée nationale des systèmes de défense aérien. Sans ça, vous êtes foutus en l'espace en quelques jours. Donc, vous nous excuserez de collaborer avec le Hezbollah en cas d'invasion israélienne. Est-ce que c'est la première fois qu'un général de l'armée libanaise tient ce genre de discours ? Alors, les généraux de l'armée libanaise, ils ont tous, disons, une identité politique et confessionnelle. Et celui-là, en l'occurrence, c'est plus proche du Hezbollah. Donc, ce qu'il dit aussi tire dans un sens, on va dire. Il y a très peu de chances, même à mon avis aucune, que l'armée participe à la riposte. Elle se tiendra à l'écart de tout ça. La question, c'est plus en cas d'escalade totale, en cas de guerre totale contre Israël, est-ce qu'à un moment donné, l'armée sera visée et est-ce qu'à un moment donné, l'armée, elle aussi, participera ? Sophia Amara. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Anthony. Plus encore, j'avais réalisé un documentaire appelé un peu ironiquement « L'armée du salut », où je mettais en parallèle le Hezbollah et l'armée libanaise. Et j'avais pu filmer de hauts gradés qui m'avaient dit, évidemment, j'ai dû les flouter parce que je les avais filmés un peu à leur insu, c'était en 2006, hein, nous étions en plein conflit, pour dire, non, nous sommes derrière le Hezbollah, c'est lui qui combat et nous restons là. Nous appuyons, nous applaudissons, mais on ne peut rien faire. Et en fait, l'armée était restée dans les casernes et avait compté les morts. L'armée ne peut rien faire. Et effectivement, en plus, elle est traversée par des divisions, des fractures confessionnelles, communautaires. Donc non, l'armée voilà, le titre du film, c'était l'armée du salut. Ouais. D'autant que cette armée est l'armée d'un État, on va dire, inopérant. Vous écrivez, Anthony Samrani, dans l'un de vos éditos, que le Hezbollah n'est plus un État dans l'État, mais un État au-dessus d'un non-État. Dans quelle mesure, d'ailleurs, veut-il riposter, le Hezbollah, Anthony Samrani? Vous écrivez aussi que le Hezbollah comme l'Iran ne peuvent pas remettre en question tous leurs acquis et risquer une guerre ouverte avec Israël et avec les États-Unis pour 2 assassinats ciblés. Pourquoi ? Parce que, pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils considèrent que depuis le 7 octobre, ils sont gagnants. Ils considèrent qu'ils ont pris plein de claques un peu partout, à Gaza, au Liban, au Yémen quand il y a eu la frappe contre Hodeïda, en Iran. Il y a beaucoup de hauts cadres de l'axe de la résistance qui ont été éliminés. Et ils considèrent que malgré tout cela, ils sont gagnants. Pourquoi ? Parce que sur le plan stratégique, ils ont montré qu'ils étaient capables d'encercler complètement Israël. L'Iran se rapproche encore chaque jour un peu plus de la bombe. Et ils ont le sentiment qu'Israël, de son côté, est très affaibli et isolé. Donc ils se disent, si demain il y a un grand deal régional, si demain il y a un accord de cessez-le-feu, c'est l'Iran qui en sortira vainqueur. Et en cas de conflit de longue durée, mais de moyenne intensité, nous avons les moyens d'y répondre. Par contre, et c'est la deuxième raison, si c'est une escalade de grande ampleur, si c'est une escalade totale,
l'Iran peut perdre non seulement tout ce qu'il a acquis depuis le 7 octobre, mais il peut perdre beaucoup plus. La survie du régime, l'une des leçons de ces derniers mois également, c'est que la survie du régime n'est pas complètement assurée par son réseau de milices. Et tant que le régime n'aura pas la bombe, sa survie pourrait être mise en question dans une confrontation totale et directe contre les États-Unis et contre Israël. Merci Anthony Samrani. Les Libanais, même parmi les plus défiants envers le Hezbollah, comment réagissent-ils face à des quartiers frappés, des maisons détruites par des missiles israéliens? On vous retrouve plus tard, Sophia Amara et Anthony Samrani, depuis Beyrouth pour en parler. 7h, 9h, les matins d'été. Julie Gacon. Nous sommes toujours avec la reporter Sophia Amara et le journaliste à Lorient Le Jour Anthony Samrani depuis Beyrouth. Les Libanais entraînés dans la guerre que se mènent Israël et le Hezbollah. Les Libanais qui ne peuvent pas quitter le pays aussi facilement que les ressortissants américains, britanniques, français que leurs États somment de rentrer par le premier avion. Tout un pays suspendu aux discours et décisions du chef du mouvement islamiste Hassan Nasrallah qui n'a pourtant aucun mandat électif. Un rapport ambigu au Hezbollah, milice qui contribue depuis longtemps à déstabiliser le Liban tout autant qu'elle représente la résistance face aux frappes israéliennes. Anthony Samrani, vous étiez hier à la marche qui commémorait à Beyrouth la double explosion au port il y a 4 ans, le 4 août 2020. Explosion qui avait fait 235 morts, qui n'a toujours pas fait l'objet d'une enquête indépendante, laquelle aurait au moins permis de démêler le rôle du Hezbollah. Est-ce que le contexte actuel, les frappes israéliennes et le Hezbollah prêt à tout pour, dit-il, défendre le Liban, comment ce contexte a-t-il influencé la marche et les discours que vous avez entendus? Déjà, ça fait que l'ambiance était encore plus morose que d'habitude. Il y a une maman d'une des victimes qui disait à un de mes collègues « Il y a un avant, mais il n'y a pas d'après 4 août pour nous. Il n'y a pas d'après 4 août parce qu'il n'y a pas eu de justice, parce que l'enquête est paralysée, et effectivement parce que tout porte à croire, de nombreux éléments portent à croire que le Hezbollah a joué un rôle clé, au moins ne serait-ce que dans l'importation et dans le stockage de nitrate d'ammonium. Et en même temps, le Hezbollah entraîne aujourd'hui le Liban dans une guerre où le Liban n'a pas grand-chose à gagner et où il peut perdre beaucoup. Et c'est extrêmement difficile de se positionner là-dessus parce que la question israélo-palestinienne elle reste très taboue, parce qu'elle divise énormément, parce qu'il y a une vraie solidarité vis-à-vis de la cause palestinienne. Et on est un petit peu... Enfin, une partie des Libanais est un peu enfermée dans cette dialectique depuis le 7 octobre, qui est de vouloir sincèrement soutenir la cause palestinienne, de s'indigner profondément de ce qu'Israël est en train de faire, en particulier à Gaza et aussi en Cisjordanie, et en même temps sans vouloir faire le jeu du Hamas et sans vouloir encore moins faire le jeu du Hezbollah, puisque cela se fait au détriment du Liban. Sophia Amara, pour une partie de la population libanaise qui ne soutient pas le Hezbollah, qui depuis longtemps déplore ces crimes, y compris sur des intellectuels libanais, y compris chiites. Et je pense à Lokman Slim, cet éditeur et écrivain qui se disait laïque, qui se battait avec sa plume contre la mainmise du Hezbollah. Il a été assassiné en 2021. Comment cette grande partie de la population libanaise réagit aujourd'hui face aux frappes israéliennes? Cette solidarité, comme disait Anthony Samara, qui est dans leur cœur vis-à-vis de la population de Gaza, et en même temps un Hezbollah en qui ils n'ont pas confiance. Il y a plusieurs catégories de soutien à cette cause palestinienne et elle montre d'ailleurs les fractures au sein de cette société et la profonde division du spectre politique également. Vous avez une faction de la population qui n'a que faire de cette cause et qui dit qu'elle a été trop souvent instrumentalisée et que le Liban a payé un très lourd tribut à cause de cette cause palestinienne, puisque les Palestiniens se sont installés au Liban, provoquant indirectement, certes, la guerre civile. Vous avez ceux qui soutiennent humainement la cause d'un peuple dont les territoires sont occupés depuis trop longtemps et qui finalement a fini par exploser, pour ainsi dire. Et puis vous avez ceux qui sont aveuglément derrière le Hezbollah. D'ailleurs, cela transcende les communautés religieuses. J'en parlais hier avec un ami libanais qui est proche de la mouvance aouniste, donc Michel Aoun, ancien président de la République. Je vous rappelle qu'au Liban, il y a une vacance présidentielle qui dure depuis octobre 2022 et qui, eux,
sont, oui, il faut y aller, il faut les frapper, il faut les casser. Et en même temps, il faut libérer la Palestine. Et pour jouer un peu l'avocat du diable, je dis, mais quid de libérer le Liban déjà, commencer par libérer le Liban. Donc c'est très divisé. Certes, il y a une solidarité avec la population palestinienne, pas de tous, mais que ça ne se fasse pas sur le compte du Liban et que le Liban en a un peu marre d'être le terrain de bataille de toutes les guerres du Proche-Orient. Il se trouve que cette position et il faut l'expliquer dans la nuance pour mieux la comprendre d'ici, vue de France, mais vous la connaissez bien, Sophia Amara, pour avoir à la fois vécu dans votre chair l'agression israélienne de 93 et celle de 96. Vous êtes franco-marocaine, une partie de votre famille, par alliance, était alors originaire de Cana. Et comme journaliste, les massacres de Cana, très documentés aujourd'hui par l'armée israélienne, mais comme journaliste, vous battez aussi pour raconter l'impunité du Hezbollah, la justice impossible, et notamment depuis cette double explosion du port de Beyrouth. On ne sait pas la place du Hezbollah, comme le rappelait Anthony Samrani, dans l'importation et le stockage de ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui côtoyaient un stock de feux d'artifice. C'est une position qui est difficile aujourd'hui à raconter dans la nuance. Non, je pense que je dois à mon amour pour ce pays et mes enfants qui sont libanais et qui ont vécu tous ces drames. En 2006, mon fils était dans un avion qui a failli être abattu par des F-16 israéliens puisqu'il revenait sur un avion de la RAM qui avait essayé d'atterrir à Beyrouth malgré les injonctions israéliennes. À Cana, ils étaient pris sous les bombes et lors de l'explosion, mon fils arrivait de Paris et se dirigeait vers le port quelques minutes avant l'explosion. Et je pense que je dois à cela justement de rester neutre et dans les faits, parce que c'est notre métier et qu'il suffit de dire la vérité qui est au-dessus de toutes les fictions qu'on pourrait imaginer dans ce pays, le Liban, où on a l'impression qu'il y a des strates qui se superposent et à chaque fois qu'on a touché le fond, eh bien au lieu de remonter, on creuse. Il y a encore pire et on se dit non, là ça y est, c'est la fin, la ville a explosé, voilà, et ben non, c'est pas terminé, la ville explose. On essaie de faire de rendre justice, les juges sont menacés, il n'y a pas de président, il n'y a pas de justice et après ça, on reprovoque une guerre après la guerre désastreuse, meurtrière de 2006. Anthony Samrani, est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les Libanais, qui sont distants ou opposants tout à la fois d'Israël et de l'Iran, parrain du Hezbollah? C'est difficile à évaluer. Il y a eu des études récemment qui sont sorties sur la perception qu'ont les Libanais du Hezbollah, et qui était très intéressante et qui montre que ces dernières années, le parti est quand même vu de façon beaucoup plus négative, en particulier par la communauté chrétienne et dans une moindre mesure par les communautés sunnites et druzes. Il y a deux nuances toutefois à ajouter. La première, c'est que il y a une distinction en particulier chez les sunnites et les druzes entre le Hezbollah en tant que milice au service des intérêts de l'Iran et le Hezbollah en tant que mouvement de résistance. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de soutien, en tout cas officiel, par rapport à ce que fait le parti depuis le 7 octobre. Et la deuxième, c'est que son ancrage au sein de la communauté chiite est extrêmement fort et au contraire est en train de se renforcer encore. Donc il y a un risque de division très profonde et le dialogue est extrêmement compliqué parce que quand on va critiquer les agissements du Hezbollah, que ce soit dans la question du port ou dans la question aujourd'hui du conflit avec Israël, très rapidement ses fidèles, sa base on va dire, va nous accuser soit d'être sioniste, soit de vouloir la division, soit d'être anti-chiite. Donc ça rentre dans des questions très profondes et des tabous aussi de la société libanaise. D'autant que le Liban a connu une très longue série d'assassinats ciblés qui a visé des hommes politiques, des intellectuels, des journalistes libanais opposés au régime syrien, aussi proches du Hezbollah. C'était après le retrait en 2005 des forces syriennes du Liban, donc une forme de chape de plomb qui existe aussi sur ce sujet au Liban. Dans le sud du Liban aujourd'hui, Sophia Amara, où la population majoritairement chiite lui est plus acquise au Hezbollah, où nombre de missiles israéliens sont tombés depuis le 7 octobre dernier, est-ce que le Hezbollah, comme en 2006, s'est substitué à l'État déjà pour les reconstructions, pour accompagner les familles qui ont été délogées?
les tirelires bleus, par exemple, qu'on a beaucoup vu, enfin qu'on voit toujours dans les commerces pour abonder au pot commun du Hezbollah. Est-ce que tout ça est encore plus prégnant depuis le 7 octobre 2023 ? Pour l'instant, le Hezbollah est en guerre. Donc évidemment, il y a des mécanismes sociaux que le Hezbollah a mis en place et depuis longtemps, c'est-à-dire il finance les combattants, les mères ou femmes de martyrs, entre guillemets, etc. Il n'y a pas eu encore d'état des lieux. Ce qui se passe généralement, et je l'avais filmé d'ailleurs en 2006, c'est qu'une fois que tout est terminé, eh bien, on fait l'état des lieux. À l'époque, en 2006, ils avaient mis des tentes recensées au sud Liban, mais aussi à la banlieue sud, qui avait été quasiment rasée, des tentes où on recensait ceux qui avaient perdu des membres de leur famille, ceux qui avaient perdu des appartements, et étaient distribués. J'avais filmé la distribution qui arrivait dans des sacs poubelles, avec des liasses de dizaines de milliers de dollars qui arrivaient tout fraîchement de Téhéran, avec d'ailleurs le petit élastique écrit en farsi, et ils donnaient 10 000 euros par famille ayant perdu sa maison. J'ai même assisté à une scène où une femme qui avait perdu son bébé demandait un dédommagement pour le bébé perdu. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Après, il y a évidemment des fonds payés. Donc les plus hauts combattants ou résistants entre guillemets qui sont désormais invalides touchent jusqu'à 500, 600, 700 dollars par mois. J'en ai rencontré un dans le cadre de la série que vous évoquiez sur le Hezbollah. Pour d'autres, ce sont des sommes qui sont moindres, mais c'est quand même beaucoup d'argent parce que c'est du dollar et que, comme vous le savez, la livre libanaise est très dépréciée. Donc voilà. Pour l'instant, on est en guerre, enfin le Hezbollah est en guerre, donc il va sûrement évidemment dédommager, mais c'est l'Iran qui l'aidera. La dernière fois, c'est le Qatar qui a reconstruit partiellement le sud Liban, donc il ne fera pas ça tout seul, ça c'est certain. La livre libanaise dépréciée, en effet, elle a perdu 98% de sa valeur en 5 ans par rapport au dollar. Le Liban qui connaît l'hyperinflation, le taux de pauvreté qui a triplé en 10 ans pour atteindre 44%. Est-ce que cette crise économique a ou aurait une incidence, Anthony Samrani, si le Hezbollah s'engageait plus avant dans une guerre? Est-ce que cette crise économique est intégrée, entre guillemets, dans les calculs du Hezbollah pour doser, entre guillemets, la réponse à Israël? Elle aurait une incidence dans le sens où il est déjà pas du tout certain aujourd'hui que les États du Golfe participeraient à la reconstruction comme ils l'ont fait la fois précédente. Le Qatar peut-être, l'Arabie Saoudite, j'en doute compte tenu des relations aujourd'hui entre le Royaume et le pays du Cèdre. Il est sûr que le Hezbollah prend en compte l'état du pays dans sa volonté d'épargner une guerre au Liban. Est-ce que c'est un élément essentiel ou est-ce que c'est un élément secondaire? C'est difficile à évaluer. Parce que ce qu'il doit prendre en compte aussi, c'est que l'armement du Hezbollah aujourd'hui est aussi, doit être gardé pour un moment de grande confrontation entre Israël et l'Iran, où le Hezbollah aura un rôle clé. Donc une guerre aujourd'hui contre Israël supprimerait une partie de cet armement. Je voulais juste, si vous me le permettez, revenir un peu sur la question des assassinats, parce que c'est assez intéressant. C'est que le Hezbollah, c'est un parti qui s'est construit véritablement au Liban, ou qui s'est renforcé plus ou moins au Liban sur les assassinats, grâce aux assassinats. Et qui, quelque part, aujourd'hui... est affaibli en cette raison, c'est que c'est une farce de l'histoire un peu. Sophia Amara, une farce de l'histoire qui est en train de, non pas de faire le Hezbollah, mais une farce qui se retourne en sa faveur. En sa faveur et contre lui en même temps. En sa faveur, effectivement. Et sur l'acte fondateur du Hezbollah, ça a été un assassinat géant et ça a même été un attentat suicide puisqu'il s'agissait de l'ambassade des États-Unis en 1983. La même année, le Hezbollah, qui ne s'appelait pas encore comme ça, mais qui existait déjà en tant que tel, ciblait à la fois les parachutistes français, le site du Drakkar, et le QG des Marines. Il avait fait des centaines de morts. 241 soldats américains et 58 parachutistes français. Donc oui, la mort a été son principal langage, son principal outil. Alors après, évidemment, il y a une action qui s'est inscrite dans le cadre de la résistance
à l'époque vu comme très légitime, puisqu'il y avait, n'oublions pas, 10% du territoire libanais qui était occupé par Israël au sud Liban, et cela jusqu'en 2000. Le 25 mai 2000, l'armée se retire, l'armée israélienne, et c'est depuis que l'arsenal du Hezbollah et son comportement sont contestés parce que, eh bien, ce retrait a retiré au Hezbollah, eh bien, sa raison d'être, ou en tout cas sa raison de conserver des armes qu'il a finalement retourné contre la population libanaise, et même dans le cadre de la politique, il a fait ses discussions, ses négociations avec les différents partis, avec, pour ainsi dire, un pistolet sur la table, puisqu'à chaque fois que quelque chose lui déplaisait, eh bien, vous avez notamment en 2007, 2008, il a fait quasiment pris la ville de Beyrouth à cause de décisions qui lui avaient déplu. Dans quelle mesure aujourd'hui ce qui est en train de se passer entre le Hezbollah et Israël ravive chez les Libanais les souvenirs de la guerre de 2006, cette guerre-là qui est forcément toujours dans les mémoires des adultes en tout cas. Est-ce qu'elle est convoquée, est-ce qu'elle est évoquée, Anthony Samrani, pour parler de cette appréhension que suscitent les provocations aujourd'hui respectives entre Israël et le Hezbollah ? Il y a toujours une mémoire plurielle au Liban où chaque communauté ou chaque groupe politique se réfère un peu à sa propre mémoire. Donc là, il y a plusieurs mémoires qui sont convoquées. Il y a effectivement celle de la guerre de 2006 et celle de l'occupation israélienne plus généralement. Il y a aussi celle de la guerre civile. La question palestinienne, elle est complexe au Liban. Et il y a un risque, enfin, il n'y a pas un risque, mais il y a une ambiance parfois au Liban encore de guerre civile. Je ne pense pas qu'il y ait de risque qu'elle se concrétise, mais le Liban traverse une phase où il est à la fois au bord de l'implosion et au bord de l'explosion. Et c'est comme un élastique qu'on tire. Et pour l'instant, il lâche pas. On ne comprend pas pourquoi il lâche pas, mais on sait que quand il va lâcher, ça peut faire extrêmement mal. C'est toujours aujourd'hui, dans certains quartiers chiites de Beyrouth, les rideaux sont tirés de nuit comme de jour. C'était déjà le cas il y a il y a 20 ans maintenant, ces rideaux fermés pour se protéger de la vue des avions israéliens à l'époque. Anthony Samrani. Ah, pardon. Oui, je vous en prie. Ça m'a adressé. Oui, il y a vraiment... le Hezbollah, il a trois fonctions finalement sur la scène politique libanaise. Il a une fonction qui est un rôle de représentation et même de revanche auprès de la communauté chiite. Il a une fonction qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui est de force, même d'armée régionale au service des intérêts stratégiques de l'Iran, et qui peut se déployer en Irak, en Syrie et au Yémen. Et il a une troisième fonction qui avait presque disparu, à part dans la rhétorique depuis 2006, qui est de représentation de la résistance. Et c'est pour ça que le 7 octobre était assez surprenant du point de vue de l'analyse du Hezbollah. C'est parce qu'on avait le sentiment qu'il avait remis en question tout cela, notamment en signant un accord sur la frontière, en donnant son feu vert à un accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël. Et là, on replonge totalement là-dedans. Et plus on replonge dans cette logique, plus la communauté chiite va être va soutenir le parti à la vie, à la mort, entre guillemets, malgré certaines critiques qui peuvent lui être adressées. Et plus l'écart avec le reste aussi de la population devient important. Sophia Amara, le Hezbollah a resserré les rangs en interne et encore contribue à élargir cette fracture avec le reste de la société libanaise ? Oui et non, c'est-à-dire que mais j'aimais bien l'idée évoquée par Anthony d'une mémoire plurielle. Effectivement, chacun a ses morts, chacun a ses martyrs. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de manuel d'histoire au Liban sur lesquels tout le monde soit d'accord. Donc, en fait, les manuels d'histoire s'arrêtent à 1975, date du début de la guerre civile, parce que chacun a ses martyrs, chacun représente cette guerre et les causes qui sont derrière le déclenchement de cette guerre différemment. Donc voilà, le 4 août, c'était plutôt en zone chrétienne,
Bon, évidemment, l'explosion du port n'a pas fait de différence entre les communautés, mais c'est une mémoire. Pour le sud Liban et la banlieue sud, eh bien, vous aviez en même temps des gens qui faisaient la fête et qui dansaient sur les tables dans la baie de Jounieh, en zone chrétienne. Il est triste de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Mais pour célébrer l'explosion? Non, pas célébrer l'explosion. Pendant la guerre de 2006, la guerre qui a opposé Israël au Hezbollah, parce que une partie de la population disait, on n'est pas concernés, c'est eux qui sont allés kidnapper ces soldats, ils ont provoqué la guerre, eh bien, voilà. Donc il y a évidemment des dissensions et un manque de cohésion, d'adhésion, même face aux dangers immenses qui aujourd'hui auxquels fait face le Liban. Donc le Hezbollah effectivement fédère au sein de sa communauté, surtout que maintenant il a renoué avec ce fameux combat contre Israël, dont il s'était écarté pendant un temps. Mais en dehors de la communauté, il y a évidemment un gros ressentiment à l'égard de ce parti, qui, pour en tout cas ceux qui s'opposent au Hezbollah, considèrent qu'il les entraîne dans une guerre avec laquelle ils n'ont rien à faire. Et pourtant, c'est bien un parti politique sunnite, la Jama'a al-Islamiyya, proche des frères musulmans, qui a scellé récemment une alliance militaire dans le sud. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Anthony Samrani? Comment mesurer l'importance ou l'incongruité de cette alliance, la prise qu'elle représente pour le Hezbollah? Alors, il y a deux éléments qui sont intéressants à ce niveau-là. La première, c'est l'évolution elle-même de la Jama'a Islamiyya, qui est un parti qui, comme beaucoup de mouvements proches des frères musulmans, aussi entre une volonté de modération, de se déradicaliser, entre guillemets, pour être complètement accepté dans le jeu politique, et à certains moments, au contraire, de se mettre en avant comme l'un des pionniers de la lutte islamiste. Ce qui s'est passé le 7 octobre a bouleversé là aussi toute la région et a eu un impact direct sur la trajectoire de la Jama'a. Pour le Hezbollah, c'est une grosse prise parce que ça lui permet de dire le combat n'est pas un monopole de la communauté chiite, sachant qu'il y a une partie des villages libanais à la frontière qui sont majoritairement sunnites. Et où les populations de ces villages ne voient pas d'un très bon œil aussi le fait que les combattants du Hezbollah se déploient. Donc c'est une très bonne chose de se dire on a un parti sunnite à nos côtés qui nous donne une forme de légitimité, non seulement au Liban, mais aussi au-delà dans une partie du monde arabe. D'autant que on rappelle que l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri en 2005 est toujours, à ce jour, faute d'en savoir davantage, mais imputé au Hezbollah. Lui était musulman sunnite, donc en effet, ça donne une certaine aura au Hezbollah que de dire, regardez, on a fait une alliance militaire avec un parti sunnite. Peut-être pour conclure, Sophia Amara, le parti chrétien, cette fois des forces libanaises, il faut toujours rappeler combien la politique est, entre guillemets, confessionnalisée au Liban, accuse le Hezbollah de volontairement entraîner le pays dans le chaos et demande aujourd'hui le déploiement de l'armée nationale libanaise et de la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL dans le sud. Est-ce que c'est le seul aujourd'hui? Quelle voie pour dire il faut une intervention extérieure? Est-ce que les Libanais la souhaitent? Elle n'émane pas seulement des forces libanaises, qui sont en effet un parti chrétien, accusé d'ailleurs par le Hezbollah d'être un allié d'Israël, d'être traître à la cause, etc. Cette volonté, ce désir, il transcende les communautés, mais il est exprimé de la manière la plus claire par justement les forces libanaises qui ont toujours été le fer de lance du camp souverainiste, ce qu'on appelle le camp souverainiste, c'est-à-dire séparer le Liban, débarrasser le Liban de toutes les allégeances et se retourner vers la question libanaise pour sortir le pays du chaos. Merci beaucoup, Sophia Amara, d'avoir été avec nous, grand reporter et réalisatrice. Je rappelle les titres de vos derniers documentaires: Hezbollah, l'enquête interdite, diffusé l'année dernière sur France 5, et plus récemment, Hamas, la fabrique du monstre, sur Arte. Merci beaucoup, Anthony Samrani, co-rédacteur en chef du journal L'Orient le Jour. Vous étiez avec nous en direct depuis Beyrouth. Merci beaucoup. Merci, Julie.